Merci, cher Wolf, merci de cette invitation. J'avais promis aux amis d'expliquer pourquoi je porte cette cravate. Parce que je la porte presque jamais. Mais je la porte parce que ma cravate, c'est le symbole concret, précis, de mon grande influence sur la vie de l'espace Mendès-France. Et c'est mon héritage, disons. Parce que quand j'ai commencé à venir ici, j'étais plus jeune, plus italien, donc j'avais toujours des cravates magnifiques comme celle-ci. Et les présidents avaient des cravates noires ou rouges qui étaient horribles. Alors, une fois, je lui ai dit, écoute, mais est-ce que tu as eu un deuil en famille? Parce qu'il avait cette cravate noire. Donc, je vois que ma présence n'a pas été utile parce que sa cravate a énormément amélioré. Et donc, voilà un premier héritage que je laisse à cette institution célèbre. Le deuxième, parce que j'ai connu Anne Bonnefoy en cravate, et donc je voulais la saluer en cravate, que je n'apporte plus. Et ça fait 30 ans que j'ai collaboré avec Didier et Anne, parce que Didier est le président, mais Anne, c'est qu'elle bosse. Toi aussi, mais elle bosse. Et donc, un remerciement particulier, si tu me permets, Président, Anne. Peu de gens parmi vous peuvent savoir, mais ce sont des détails entre nous. Mais c'est vrai que on avait organisé ensemble une version de la Fabrique de la Pensée, ici au Centre Mendès-France, en 1996. Et Anne et le pôle Histoire des sciences de Mendès-France avaient été un soutien incomparablement efficace au projet Élèves de la Marque, auquel était associé notre ami ici présent Pascal Duris et d'autres collègues. On s'est réunis ici, et Patrick Matagne, bien sûr, mais Patrick, il ne voulait pas se faire reconnaître par moi ce matin, donc il échappe à mon horizon. Donc il y a moi j'ai des belles mémoires, hein, et des belles mémoires que dans notre métier, je vais être méchant aujourd'hui, donc vous préparez-vous, que dans notre métier professionnel sont un petit peu rares. Un milieu si amical, si ouvert, à donner la parole aux instances les plus différentes de notre discipline. C'est ce que l'espace Mendès-France a fait. C'est pas pour faire l'éloge des amis, c'est un fait que je ne connais pas une autre institution, ni en Italie, ni en Angleterre, ni en Allemagne, une autre ville pas centrale. C'est évident, vous n'êtes pas ni Paris, ni Lyon, et quand même, vous avez mené une politique nationale, avec un certain succès, à mon avis. Et après tout, la réponse au thème qu'on m'a donné, quelle thématique pour l'histoire des sciences, la réponse est facile. Il faut simplement ouvrir les fichiers Excel des manifestations organisées par Mendès-France, et vous avez un choix très intéressant, très imposant des manifestations, des thèmes qui ont été abordés dans les sujets les plus différents, de la santé publique, les questions de l'environnement, l'histoire philosophique des sciences, l'histoire matérielle des sciences, disons une vastité des thèmes. Et c'est aussi la réponse, parce que vous travaillez dans un territoire et vous devez pas seulement répondre aux demandes de vos concitoyennes. Le plus souvent, la présidence et les gens qui travaillent dans un centre comme ici, c'est pas vrai qu'ils doivent écouter les gens. Ils doivent aussi solliciter les gens vers des thèmes de réflexion. Ils ont aussi une tâche de promouvoir une conscience de débat que parfois nos concitoyens ne savent pas même d'avoir. Mais quand on organise des choses à un certain niveau, on trouve que les gens répondent.
Et on trouve que les gens se retrouvent. Donc, ça, à mon avis, c'est le futur de l'histoire des sciences. Pas seulement Mendes France, bien sûr, mais les activités qui ne sont pas dirigées vers nous-mêmes. Ça veut dire que des activités qui... Par exemple, aux États-Unis, la Société américaine d'histoire des sciences, dans les années 80, avait organisé un projet qui après a été abandonné par manque de force, mais par exemple, ils avaient des missionnaires. Ils les appelaient missionnaires, des collègues qui allaient dans des grandes écoles supérieures américaines, dans des universités de Provence, ou d'universités qui n'avaient aucun enseignement d'histoire des sciences, et les présidents de la société appelaient les présidents de l'université et en disaient « Qu'est-ce que vous en dites si l'un de nos collègues vient faire une conférence chez vous, quels sont les thèmes qui vous intéressent ?» Et donc, si c'était la force de cette université, la faculté d'ingénierie, quelqu'un qui parlait, je ne sais pas, un Antoine Picon qui allait parler de sciences de la construction, si c'était biologie, quelqu'un qui parlait de Darwin, etc. Parce que notre public, comme vous le faites, il faut les chercher. Il faut les solliciter. Les morceaux de conversation que j'ai entendus ce matin, vers la fin, ça veut dire sous l'édition, etc., c'est énormément important. Les suggestions de Bernadette, qui est peut-être plus internationale que moi, je dois ajouter comme note, mais disons note à pied des pages ou au top des pages. Mais on verra entre nous. On va vérifier nos visas dans les passeports, faire une édition. Il faut être actif. J'ai toujours regretté, j'ai toujours trouvé, comme Patrick le disait, que dans les librairies, c'est rarissime d'avoir des sections d'histoire des sciences, voire impossible. C'est un petit peu aussi notre faute d'un côté, comme professionnel de la discipline. C'est aussi le résultat de ce qui est inévitable. Ça veut dire que notre discipline est une myriade de disciplines, est une famille de disciplines. Les mots histoire, déjà, se déclinent de façon faramineuse, et les mots sciences aussi. Et nous avons l'illusion qu'il y a une histoire de sciences, et nous pensons que, non, nous ne le pensons pas, mais disons qu'on donne l'impression que c'est facile de définir ce que c'est l'histoire des sciences. Ce n'est pas facile du tout. Nous perdons pas mal de notre temps, et ça c'est la partie sombre de mon discours, qui est peut-être due à l'âge et à la fatigue, hein, ça c'est clair. Si Patrick Matagne ce matin faisait l'éloge de TGV pour qui lui permettait, avec les délais, de réfléchir, et moi il m'a fait seulement dormir, donc j'ai même raté cette possibilité ultérieure de réflexion. Mais ça reste vrai que je ne sais pas, dans les deux dernières années, pour des raisons de vie, ça veut dire, j'ai passé 6 mois à Madrid, puis je suis revenu pour la dernière fois, j'ai passé un semestre à Harvard, et puis je suis les séminaires à Oxford, puis je fréquente les séminaires de l'école des hautes études. Ma conclusion est, ne bougez jamais, restez chez vous, restez vraiment chez vous, ne bougez jamais. Parce que si vous bougez trop, il y a un effet d'étrangement, d'estraniation, comment on dit ça? Tu connais, Raphaël? D'altération. Oui, de prise de distance vers soi-même aussi. Et ce qu'on voit n'est pas... moi, je ne suis pas optimiste sur ces niveaux. Ça veut dire les niveaux de notre profession. Je ne suis pas optimiste. Je trouve un renfermement dans des cercles les plus en plus étroits qui se sentent universels. Mais les pratiques, je généralise bien sûr, hein, ça c'est évident, mais les pratiques qui sont mises en place sont les contraires de l'universel. C'est l'ultra-local qui se propose comme universel. Et où c'est ça qu'on dit en italien, l'âne tombe, où c'est ça qu'on voit le jeu. Et on les voit par exemple dans la politique des citations, thème déjà étudié pour les sciences dures, mais on devrait les faire même chez nous. Ça veut dire que chaque petit groupe qui propose une nouvelle méthodologie, une nouvelle approche à l'histoire des sciences, destinée à changer les destins, pas seulement de l'histoire des sciences, mais de l'humanité tout entière, ces petits groupes constituent des réseaux internationaux. Donc, vous voyez, nous sommes global. Nous avons un collègue au Mexico, un collègue aux États-Unis. Mais si vous regardez à l'intérieur, surtout dans la langue dominante, qui est la langue anglaise,
il y a un effet des provincialismes les plus et plus poussés. Et je m'explique d'une façon très, très simple. Quand j'étais jeune, je vivais dans une vraie province de tous les empires, pas seulement l'empire américain, mais l'empire européen, dans l'Italie. Je me rappelle que notre souci, donc quand j'avais 20 ans, donc ça fait 50 ans, notre problème principal, c'était de savoir qu'est-ce que ce qui était sorti dans les thèmes qui nous intéressaient au niveau mondial. Et donc, il fallait établir des stratégies pour savoir ce qui est sorti aux États-Unis, en France, en Allemagne, dans les pays de l'Est. Pour les pays de l'Est, il y avait les bulletins signalétiques du CNRS. Je ne sais pas si vous l'avez jamais pratiqué, section 522, qui faisait un registre de tous les articles publiés dans tout le monde, mais en particulier dans les pays sous la domination soviétique. Les articles étaient tous les mêmes dans les résumés. Les résumés commençaient toujours comme Marx et Engels l'ont dit, Darwin était vraiment un capitaliste. Et il y avait, donc on ne savait pas qu'est-ce que c'est que l'article disait parce que les débuts c'était Marx et Engels et on ne savait pas rien. Et pour les publications américaines, on avait trouvé une stratégie très efficace. J'ai mon honneur d'avoir été parmi les 3 ou 4 jeunes qui avaient trouvé ça. Les catalogues du National Catalog of the National Library, les catalogues de la bibliothèque du Congrès américain. Je ne sais pas si vous le savez, nous sommes maintenant à l'âge informatique, j'arrive dans une seconde, mais quand c'était imprimé, c'était 700 volumes, quelque chose comme ça, et il vous donnait pas seulement les titres des ouvrages, il vous donnait la date de naissance et de mort de l'auteur, donc ça c'était un beau début pour tracer des mineurs, des inconnus, mais il vous disait aussi toutes les bibliothèques américaines dans lesquelles l'ouvrage était. Mais ça, c'est pour les passés. Mais la Bibliothèque nationale de France, comme la Bibliothèque nationale de France, recevait tous les 3 mois la mise à jour. Et la mise à jour était mise en volume à la fin de l'année, et à la fin de 5 années, une nouvelle édition arrivait. Donc, on était là en train de voir ce qui s'est arrivé. Je me rappelle un livre publié en Union soviétique sur Geoffroy Saint-Hilaire. À travers des amis, j'ai réussi à avoir une photocopie d'une partie. Je crois que l'ami qui a fait la photocopie à Moscou a pris des risques énormes parce que la photocopieuse était, comme vous le savez, un instrument de propagande dangereuse. Et puis, une vieille dame qui enseignait les Russes à Pise avait commencé à lire avec moi, me traduisait en italien. Et j'ai vite compris que ces livres de Geoffroy Saint-Hilaire étaient complètement inutiles. Mais il fallait, c'était notre idée normale, c'était normal d'essayer de savoir qu'est-ce que ce qui est publié ici et là. Pour l'Italie, c'était bien pour l'Espagne, c'était bien pour le monde latino-américain, mais d'autres mondes étaient plus difficiles à saisir. Or, le plus que je tourne dans les mondes, le plus je note qu'aujourd'hui, qu'on peut savoir en prise directe ce qui sort, même d'inutile, même dans la République de San Marino en Italie, les gens n'ont plus aucun intérêt à faire ça. Je parle en général. Il y a une fermeture qui n'est pas seulement le résultat d'une spécialisation. Parce que la spécialisation, c'est normal. Dans l'histoire des sciences, ça fait depuis une 40aine d'années qu'on procède de cette façon. Ça veut dire que tous les 4 ou 5 ans, on propose un nouveau modèle. Les articles sont toujours écrits. Jusqu'aujourd'hui, les historiens des sciences n'ont rien compris parce qu'ils n'ont pas travaillé sur ma grammaire. Et dorénavant, tout va changer. Raphaël Mandresi, dans son magnifique mémoire d'auto-histoire, d'égo-histoire, pour son habilitation à diriger des recherches, a écrit des pages que je ne pourrais pas même essayer d'imiter sur ces valses de modèles qui se succèdent l'un l'autre, comme un pas à 4, que tous les 4 ans, tous les 3 ans, avec une accélération considérable. Ça, c'est bien. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est tout à fait positif. Ça veut dire que les gens, les collègues continuent à mener des réflexions pointues sur des aspects différents
dans une discipline qui n'existe pas, qui est étudier l'écologie aujourd'hui n'est pas étudier les médecins grecs du Xe siècle avant Jésus-Christ. Ce sont des métiers complètement différents. Et donc, les méthodologies, les attitudes, les approches sont complètement différentes. Il y a des sujets dans lesquels l'approche anthropologique est inévitable. J'ai cité la médecine grecque. Bien sûr, la pensée va à Lloyd et à l'application le grand historien de Cambridge, l'application de modules anthropologiques sur cela. Vous pourriez bien sûr appliquer une approche sociologique à la géométrie de Riemann, mais oui, ça va vous dire quelque chose, mais pas trop sur la géométrie de Riemann. Donc là, il faut s'engager à un autre niveau. Donc c'est là, eh bien, les problèmes que de plus en plus, ces collègues disent que rien d'autre existe et que tout ce qui a été publié jusqu'à présent n'a aucune valeur parce que supporté par une méthodologie un petit peu superficielle, primitive, arriérée. Et ça, c'est préoccupant. Le département d'histoire des sciences d'Harvard que j'ai revu, j'étais là quand j'étais jeune, les historiens des sciences qui font de l'histoire sont une minorité en train de disparaître. La majorité des élèves s'intéressent à l'environnement. Ça suffit avec l'impérialisme américain, ils disent. Donc l'Europe éliminée et on travaille sur l'Amérique latine et les États-Unis. Mais l'Europe n'existe pas. Si vous travaillez sur les techniques dans les monastères bénédictins du 8e siècle, vous, pas seulement n'existez pas, vous êtes un objet de dérision. Et ça, c'est ce qui me trouble énormément. Ça veut dire que, qu'est-ce que c'est qui est en train de se passer? C'est refus de se confronter à ce qui existe, même dans votre sujet, dans la littérature, à une époque dans laquelle il est facilissime de trouver de l'enseignement immédiat, surtout. Les refus d'admettre que c'est vraiment ridicule de soutenir que travailler sur, je ne sais pas, une culture matérielle est supérieure ou plus productif que de travailler sur des idées, comme si les idées n'étaient pas des objets qu'on produit, qu'on vend. Hein? On fait du marché. Moi, je suis en train de travailler sur des éditions de la science allemande traduites en français pour les marchés anglais, avec des entrepreneurs capitalistes français qui ouvrent de shops à Londres, à Montréal, à New York, à Melbourne, pour vendre les ouvrages en français traduits de l'allemande. Qu'est-ce que c'est qu'ils vendent? Ben, bien sûr des livres, ça c'est clair. Et les livres, jusqu'à preuve contraire, sont des objets. Et parfois très chers. Mais le marketing de l'objet est sur les idées. Ça veut dire, est-ce que vous voulez savoir qu'est-ce que c'est que Monsieur Machin à l'université d'Heidelberg a dit? Ce grand embryologue, voilà, on vous dit ce qu'il a fait. Donc on vend les idées. L'idée que les idées vivent dans le ciel et que les objets matériels vivent dans la nature, Marx se serait mis à rire et n'aurait jamais cessé de le faire. C'est souvent les idées les plus sophistiquées qui sont celles qui vendent le plus. Moi, j'écris une fois que si vous voulez, que si vous lisez un traité de théologie des années 1730 et vous le lisez attentivement, théologie anglicaine attentivement, vous savez plus sur la vie matérielle de la personne que si vous avez accès à son compte en banque. L'idée qu'il y a un monde d'idées qui soit détaché de la matérialité des échanges, c'est quelque chose d'absolument étonnant. C'est évident qu'on a fait de l'histoire des sciences convaincu qu'une idée génère une autre idée et génère une autre idée. Sur ça aussi, Marx aurait dit des choses très méchantes. Mais exclure qu'il y a des dimensions dans lesquelles l'efficacité d'une stratégie de positionnement individuel des groupes, d'écoles nationales, disciplinaires, passe à travers une stratégie de présentation qui est fondée sur des arguments. Ça me paraît évident. Hein? Je le trouve étonnant. Donc, je suis un petit peu pessimiste à ce niveau-là. L'optimisme, je reviens à la fin sur l'optimisme. Il y a une autre forme d'optimisme
qui me fait vraiment, qui me soulage énormément. C'est plus mon problème, hein. Je suis à la retraite, je termine les choses que je dois faire, je vide les tiroirs. J'ai des beaux tiroirs encore, mais disons qu'il faut les vider, et donc c'est pas mon problème non plus. Donc on a la liberté de s'exprimer, pas que je ne l'avais pas auparavant, mais disons qu'on n'a plus de devoirs institutionnels, et donc on redevient des citoyens très libres. La chose qui me fait beaucoup de plaisir, c'est que les stratégies de construction des réseaux qui aiment un certain pouvoir ou une certaine hégémonie, j'ai dit pouvoir avec grande hésitation, parce que notre pouvoir est ridicule vis-à-vis des pouvoirs. Ceux qui pensent que nous avons du pouvoir ne connaissent pas les pouvoirs, donc ils ne sont pas des historiens, ni même des citoyens de notre époque. Parce que l'idée de pouvoir contrôler 4 postes de doctorants, c'est du pouvoir, c'est les pouvoirs des clochards. C'est un pouvoir, mais c'est des clochards. Donc nous devons être un petit peu plus ambitieux dans nos démarches. Mais même ces niveaux-là échouent tous les temps. Parce que, heureusement, ces collègues n'ont pas les pouvoirs de prévenir les gens d'aller aux bibliothèques. D'aller aux bibliothèques. Quand cette manie des ANR, des projets de recherche européenne, j'avoue, j'ai jamais fait des requêtes parce que quand je regarde, c'est un défaut, hein, c'est vraiment un grand défaut, mais quand je regarde ce planning qui dit résultats prévus dans les premières 3 semaines, résultats prévus dans la 4e semaine, moi je ne sais pas quand je vais avoir un résultat. Peut-être demain, peut-être dans 10 ans. Et moi, mon ANR, je l'ai eu énorme. Elle s'appelle Ticket Orange à Paris pour aller à Benef. Ça, c'est mon ANR. Et pour moi, ça a été suffisant. Mais même ça n'est pas suffisant à créer des positions d'hégémonie et d'autorité. Parce qu'on ne peut pas prévenir dans le monde de jeunes qui se passionnent à des recherches, des gens qui vont prendre, eux, les flambeaux de l'histoire des sciences, parce qu'ils vont suivre leurs intérêts. Et je vous donne des exemples concrets, parce qu'autrement, ça semble les prêtres, quand j'étais jeune, qui disaient il y aura une vie éternelle, rassurez-vous, etc. Donnez-moi un petit peu de sous et on verra. Je vous raconte l'histoire d'un collègue qui s'appelle, il a une partie de mon nom, mais comme vous allez le comprendre immédiatement, ce n'est pas ma famille. Il s'appelle Niccolò Corsi Guicciardini Salviati. Guicciardini, Guissardin, Salviati, c'est lui. Donc, vous voyez, ce n'est pas ma famille, même si Corsi est dans son nom. Niccolò, c'est quelqu'un qui a toujours travaillé dans l'ombre, sur les mathématiques newtoniennes. Il a travaillé, il est un homme, disons, plutôt riche, donc il s'en fiche des positions. Il a obtenu la chaire à Milan il y a 20 jours, à l'âge de 65 ans. Il n'avait pas besoin. Il est quelqu'un de complètement étranger à tous ces démarches sur je t'invite, tu m'invites, tu me cites, je te cite. Il est aujourd'hui considéré le plus grand expert de la physique et des mathématiques de Newton, et maintenant tout le monde, tous les réseaux puissants l'invitent, à Stanford, à Berlin, à tous les parts, parce qu'il est quelqu'un qui n'est pas un produit d'une école ou de l'autre, c'est le produit de la recherche. La recherche existe, la scholarship existe, elle existera toujours. Les gens qui feront de la recherche ont existé dans l'Union soviétique, sous les papes, partout. Ça, c'est un motif, à mon avis, de soulagement. Aussi parce que, vous voyez, pour la même chose, la même procédure que j'ai dit auparavant, ça veut dire, on peut contrôler ces systèmes de réseaux. On peut se dire l'un l'autre, magnifique, magnifique. Mais, quelque part, quand quelqu'un produit un travail qui est vraiment remarquable, on le sait. On les voit. Lire, c'est toujours quelque chose d'étonnant. Même quand vous avez les plus grands préjugés personnels contre quelqu'un, c'est impossible de ne pas reconnaître la valeur. La valeur, ce n'est pas une question absolue, mais quelqu'un qui développe un argument qui clairement déplace l'état de la question. Et ça existera toujours. L'idée qu'il y a des objets périmés. Et aujourd'hui, c'est facile de le dire. Mon Dieu, je suis le premier. Il y a des soucis. Et vous, l'Espace Mendes France, dans la liste de vos manifestations, combien de manifestations sur la santé, sur les risques, sur l'environnement, sur l'écologie. Ah, ce sont des thématiques très importantes qu'il faut vraiment suivre.
Mais ça ne veut dire pas que quelqu'un va écrire quelque chose qui va changer les goûts, les intérêts des gens. Quand Pietro Redondi, je cite bien sûr des gens qui viennent d'une culture minoritaire, qui n'ont pas les droits d'être cités dans les hémisphères, dans les autres sphères des sociétés internationales. Pietro Redondi a écrit Galilée hérétique. À cette époque-là, c'était 82, on pensait que les études sur l'early modern étaient finies. Disons qu'il n'y avait pas plus de grand intérêt sur ces études. Et puis, bien sûr, Les Noms de la Rose d'Umberto Eco a fait pas mal de bien. Mais il y a des livres qui ont changé la donne, qui ont attiré l'intérêt sur des questions qui ne semblaient plus intéresser des gens. Et il n'y a pas de recette pour écrire un livre comme ça. Il n'y a pas. C'est pas de dire, il faut... Non. Il y a une production spontanée d'une certaine façon. Hein, je n'exagère pas. Il y a une production spontanée des recherches dans une pluralité des pays dans lesquels on ne parle pas seulement l'anglais ou le français, mais on parle beaucoup plus de langues. L'idée que nous sommes les seules intelligences sur cet hémisphère, sur ce monde, c'est vraiment pathétique. C'est vraiment pathétique. Le monde est plein de gens qui travaillent, partout. Et bien sûr, c'est pas vrai qu'on partage toujours et souvent ce qu'ils font. Mais j'ai siégé dans un comité pour des postes en Italie. La quantité de jeunes Italiens entre 30 et 40 ans qui ont été partout, de la Suède à l'Australie, à Nouvelle-Zélande, qui ont travaillé, qui ont bossé, ça fait du bien au cœur. Je parle d'eux parce que, bien sûr, je les connais. Pas personnellement, je connais leurs dossiers. Mais j'imagine qu'il y a la même chose, on pourrait le dire, pour des collègues brésiliennes, pour des collègues mexicains. Je ne connais pas l'Uruguay, mais je connais Raphaël, ça me suffit. Donc, il y a partout une quantité de production de connaissances. Le problème, c'est que souvent, dans les pays périphériques, on essaye de chanter la même chanson pour se faire remarquer. C'est inévitable, c'est humain, c'est humain. Mais quand même, il n'y a jamais une capacité de contrôle totale des disciplines. Les gens font, les gens étudient, les gens écrivent, les gens pensent, les gens sont prêts à vraiment avoir des carrières très difficiles pour suivre les thèmes qui les intéressent. Rien de plus, mais rien de moins. Et ça, c'est l'effet marginal sur lequel je compte énormément. Une certaine confiance dans le fait que la scholarship a toujours vécu, elle s'est transformée, et bien sûr, énormément. La figure, même la figure de l'historien est probablement en train de passer et aller dans d'autres, confluer dans d'autres mesures, dans d'autres figures, s'est transformée complètement. Mais ça ne change pas la donne. Toujours dans l'histoire, des groupes ont essayé de dire « nous sommes la connaissance ». Ils n'ont jamais réussi à le faire. Ou le font par des périodes minimales. Bien sûr, si vous délimitez les mondes de plus en plus, vous devenez les plus grands experts au monde de ces microphones. Si ça vous plaît, c'est satisfaisant. Mais disons que ce n'est pas exactement ce que la recherche est. Et je reviens à la fin parce que j'avais dit que j'étais bref. Je sais que vous ne me croyez pas, mais c'est absolument vrai. C'est la raison pour laquelle je suis aussi confiant, c'est qu'il y a vraiment des besoins de compréhension de la part d'un public vaste et varié, auquel nous ne sommes plus capables de parler parce que nous parlons des langues techniques de plus en plus soi-disant sophistiquées, qui ne sont pas compréhensibles parfois au-delà d'une secte d'initiés. Et on pense que le développement des langages techniques, méthodologiques, de plus en plus férus, nous garantit, je ne veux pas dire de la vérité de nos positions, mais de l'efficacité de notre claim to authority. La prolifération des modèles épistémologiques, des modèles, des modes de faire l'histoire des sciences dans les dernières années est aussi caractérisée par le fait qu'ils ne sont jamais des modèles heuristiques. Ils sont des modèles prescriptifs.
les nouveautés méthodologiques patrouillent les frontières et font si que les fidèles restent fidèles. Et insèrent aussi une hiérarchie interne. Les maîtres à penser pensent, les doctorants font le travail dans les bibliothèques. J'ai mis 4 ou 5 élèves au travail. Cette idée monarchique, féodale du travail intellectuel, qui a toujours existé, et bien sûr, il y a aussi des aspects positifs dans ça. Ça veut dire que quand on enseigne aux élèves, il faut aussi les diriger. Ça, c'est évident. Mais c'est autre chose de dire aux élèves, tu travailles sur ça, ça c'est la conclusion, il faut l'approuver. C'est tout autre chose que de diriger un élève vers des thèmes. Ah ben, ça fait partie de l'enseignement, ça c'est évident. Et les professeurs, les directeurs d'études assument ces responsabilités. Donc je ne veux pas que vous compreniez mal ce que je veux dire. Il y a des aspects qui sont normaux et justes. Mais les effets d'école font si que l'histoire des sciences redevient comme elle était sous l'empire de la philosophie des sciences. Quand je grandissais, il fallait citer Popper, il fallait citer Lakatos, et les articles étaient écrits pour ajouter un petit exemple pour prouver que Lakatos avait raison, Popper peut-être non, Kuhn absolument toujours, et so on so. Donc l'historienne, on demandait à l'historienne de fournir des données à la preuve d'une thèse qui n'était pas la leur. Ça, c'est l'aspect monarchique de la situation. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui pense, à mon avis, qui pense des pensées, comme si ces pensées, c'était une... Penser, c'est pas tellement difficile. Tout le monde a des idées. Et tout le monde... Moi, j'ai une idée par jour, elles sont toujours mauvaises. Et donc, l'une ou l'autre peut-être survit. Mais l'idée que c'est le système hiérarchique qui marche, et pas une communauté variée. Un vrai département d'histoire des sciences est un département dans lequel les gens font les choses d'une façon différente. Pas qu'ils font la même chose. C'est ça la richesse de nos études, la capacité d'émettre plusieurs regards, pas seulement sur les mêmes thèmes, mais sur des thèmes similaires, analogues. Dans notre cas, la production de connaissances, ou la production des techniques, ou la production des moyens industriels, ou la production des pratiques, des concepts, des façons de faire qui demandent une connaissance soutenue, réplicable, qui demandent une structuration sociale, etc. Bon, sur ces vastes territoires de questionnement et de thèmes, eh bien, des regards croisés des gens qui viennent d'autres façons de faire, à mon avis, est toujours les bienvenus. Dire aux jeunes dans nos disciplines de lire d'autres choses, de lire, moi je conseille toujours à mes élèves de lire E.P. Thompson, The Making of the English Working Class. Pas seulement parce que je suis un gauchiste non repenti, mais parce que c'est un livre magnifique. Dans mon expérience, j'ai appris énormément d'un livre publié en 1994 sur les grammariens latins entre 6e et 8e siècle in Asia Minor, donc dans la Turquie actuelle, les grammariennes. Et pourquoi j'avais acheté ces livres, je l'avais lu? Simplement parce que l'un de mes cauchemars au lycée, c'était les grammariens. Quand le professeur vous interrogeait en latin et vous posez la question sur Marcellinus Aurelius, quelle est sa théorie du sujet? Et donc là, on commençait à suer, et il y en avait 600. Mais quelqu'un m'avait dit qu'il y avait ces livres intéressants. Et ces livres, sur les rôles des grammariennes dans ces villes, il faisait voir comment les grammariennes étaient l'interlocuteur entre les pouvoirs du gouverneur romain et la ville. Et donc, les rôles politiques de ces gens, de ces figures de la ville, qui s'illustraient à cause de leur énorme connaissance de la grammaire latine, et cette connaissance permettait de monter les échelons et d'arriver au rôle de celui qui faisait les discours à l'honneur du nouveau gouverneur, ou faisait les discours de l'année au gouverneur. Soudainement, je crois avoir compris les rôles de toute une série de figures, des scientifiques, des naturalistes en particulier, dont nous ne comprenons plus la raison de leur présence. Qu'est-ce qu'ils faisaient exactement? Ils n'ont pas contribué des choses intéressantes. Mais probablement la question n'est pas là, c'est ailleurs. Mais il faut savoir qu'il y a des ailleurs.
il faut apprendre d'autres formes de connaissances historiques qu'on peut regarder les choses d'une façon différente. Je termine. Répondre aux besoins des gens, c'est un grand élément de santé. Les besoins, bien sûr, peuvent s'exprimer de façon la plus différente, mais j'ai plutôt plus confiance dans l'espace Mendes France que dans le département d'histoire des sciences d'Harvard. Merci. En finale, un petit peu patriotique. C'était un petit peu exagéré, mais disons que... vis-à-vis Harvard, je vais dire un peu. On peut aussi passer à la pause. Hein. Difficile d'enchaîner après cette sentence. Pardon, merci Pietro. Je voulais t'interroger sur la pratique de la citation, parce que Patrick Tamagne en a parlé ce matin, en a parlé ce matin, et le fait qu'un petit mot, parfois, trouver son lecteur très, très loin dans le temps. Et tu t'es beaucoup intéressé dans tes recherches à ces citations cryptées, revendiquées, la signification qu'elles pouvaient avoir. Et aujourd'hui, on a évoqué les questions d'édition électronique. Pascal Duris rappelait avec beaucoup d'ironie que les étudiants n'achetaient plus de livres. Mais dans un milieu qui est aussi soumis à une logique productiviste intense, consulter un livre, souvent, n'est pas le lire. Et le citer ne signifie souvent rien. Donc je voulais savoir quelle analyse tu faisais de ces usages divers de la pratique de la citation hier et aujourd'hui dans ton travail. Vaste question. À la fois de chercheur et d'encadrant aussi. Sur la question des livres, j'étais ici quand Pascal a fait sa remarque qui m'a fait beaucoup réfléchir. Quand j'étais jeune, c'était rare pour moi d'acheter des livres, ils coûtaient trop cher. Donc, quand c'était possible, on les volait, mais c'était de plus en plus dangereux. Et ça s'appelait expropriation prolétaire. Je ne suis pas convaincu que c'était un acte moral, mais disons que ça, c'était une description du temps, ce n'est pas une prescription. Les élèves ont toujours utilisé les textes d'une façon opportuniste. Et donc la lecture est toujours difficile à saisir. Ça veut dire que je reste plutôt convaincu qu'en dépit de tout, l'Internet permet l'accès à une quantité d'informations énorme, même à des gens qui vivent dans des mondes complètement éloignés. Quand j'étais enfant dans cette ville sur les montagnes du centre de l'Italie, j'aurais aimé avoir l'Internet. L'idée de dire mais l'Internet c'est plein de conneries, les librairies aussi. Donc, c'est vrai. Et si les gens ne s'habituent pas au goût de l'information et apprendre à travers l'école, on espère, mais aussi à travers leur propre expérience, à mettre en doute ce qu'ils lisent, on ne va aucune part. Donc, je n'espère pas du futur du livre non plus. Parce que je crois que, notre ami peut le dire, produire des livres a été toujours un métier abominable, d'une difficulté énorme. Ce n'est pas une nouveauté pour des raisons différentes. Donc c'est un métier à risque, c'est un métier très difficile. L'idée que l'Internet va tuer les livres, dans certains cas, l'Internet donne une publicité à des livres qui auraient été impensables. Il y a des stratégies que pas mal des maisons d'édition, des groupes disciplinaires mettent en place pour faire moitié-moitié, pour inciter. Par exemple, j'ai découvert à Harvard qu'on peut faire les PDF de tous les livres qui viennent de sortir. Donc j'ai trouvé à la bibliothèque et j'ai passé 6 mois pratiquement à faire rien d'autre, à faire des PDF. Ce que j'appelle la politique du chameau. Quand on trouve de l'eau, on boit et on met à côté. Et parce que les grandes bibliothèques universitaires américaines ont passé des accords avec les maisons d'édition
et ils payent une certaine quantité d'argent. Et les gens qui vont à la bibliothèque, donc ils doivent avoir les permis, etc., mais peuvent accéder aux livres. Et les livres circulent et probablement l'éditeur obtient une rétribution qu'il n'aurait jamais eue quand j'étais jeune, parce que ou je l'ai piqué, ou j'ai honte, mais c'est la vérité, ou je faisais des photocopies. Tu évoquais la question des citations. Et c'est une dimension de notre travail qui est très difficile. Ça veut dire, c'est le moment où on s'interroge sur les silences des sources, par exemple, les cryptocitations. Et c'est un travail de détective, c'est un travail comme dans les Noirs, c'est un classique des Noirs, de trouver des traces d'un passage, d'une présence, à travers un verbe qui ne devrait pas être là, un paragraphe qui n'est pas clair. Ce que je disais, c'était pas, tu as donné l'interprétation, étant un bon et vieux ami bénévole de ce que je disais une chose beaucoup plus vulgaire. Ça veut dire que, vous savez que dans les citation index, on paraît seulement si on paraît dans les textes et pas dans les notes. Donc, on cite dans les notes ce qu'on veut descendre et on cite dans les textes ce qu'on veut promouvoir. Ça ne marche plus non plus comme ça. Mais ce sont des pratiques, à mon avis, détérieures. Mais il est vrai que je viens de donner un compte rendu sur un livre, par ailleurs publié par un collègue très capable, très estimable, que je suis sûr Bernadette connaît, sur la chimie des poisons des vipères. Et les poisons des vipères, jusqu'à une autre pratique autre à moi, Levi Montalcini, qui avait trouvé le nerve growth factor en étudiant les vipères, le sérum des vipères et l'effet du sérum des vipères sur le système nerveux. Il n'y a aucun ouvrage en bibliographie qui ne soit pas en anglais. Et la justification, c'est que, eh bien oui, mais les éditeurs nous imposent ça. Non, c'est pas vrai. Je ne crois pas qu'un éditeur t'impose ça. Je ne crois pas qu'un éditeur refuse si tu dis, écoutez, je comprends que les élèves américains à peine parlent l'anglais. C'est une grande satisfaction de pouvoir corriger les devoirs en anglais des élèves d'Harvard et leur montrer que l'anglais est un petit peu pas satisfaisant. J'ai perdu mon fil. Sur le fait que les livres étaient en anglais. Tout à fait. Aucune maison d'édition va... Merci. Aucune maison d'édition va vous dire, écoutez, une appendice à la bibliographie, par ailleurs, vous serez intéressé, non, qu'il y a des ouvrages d'autres langues. Ce que j'ai fait cette année, mais je l'ai fait déjà à Oxford 2 ou 3 fois, j'ai parlé, je ne sais pas, de Mendel, et j'ai amené un livre en français, d'un monsieur qui est présent ici, un livre en italien, un livre en tchèque, un livre en allemand, en disant bien sûr que je ne lis pas les tchèques. La réaction intéressante, parce que les jeunes, c'est difficile qu'ils mentent. Il y a une forme, je ne vais pas faire l'éloge de l'honnêteté des jeunes, mais disons, ils sont moins rusés. Ils m'ont exprimé l'étonnement en voyant que des gens écrivaient en Italie, en France, dans la République tchèque. C'était pour eux une vraie découverte. Et si nous, les professeurs des universités, nous acceptons qu'une Harvard University Press ou Chicago University Press quelconque nous prévient de citer des livres qui ne soient pas écrits en anglais, nous avons déjà signé le pacte de fidélité au fascisme. Nous avons déjà fait la souscription. Nous avons déjà accepté, parce qu'une chose est prétendre que de jeunes puissent pratiquer plusieurs langues, qui n'est pas normal, même si, comme j'ai rappelé aux amis auparavant, j'ai payé un prix en Italie parce que je parlais plusieurs langues, un prix lourd, et j'essayais de rappeler à mes collègues que tous les garçons de restaurants italiens parlent plusieurs langues. Et que ce n'est pas un snobberie, c'est une nécessité. Si tu veux travailler, tu apprends les langues, autrement tu ne travailles pas. C'est très simple. Mais on ne peut pas prétendre que les jeunes. Mais il faut prétendre que les jeunes, les élèves de nos universités, nos doctorants, comprennent que, je le disais auparavant dans un autre contexte, la scholarship existe.
que les gens produisent des connaissances, ici et là. Et au moins qu'ils soient conscients. Donc abdiquer à ça, je trouve inacceptable. D'autres questions? Contestation, peut-être, ce serait plus... D'autres révoltes? On passe à la pause. Bon, merci beaucoup, Christophe.